5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Après 2 semaines de négociations intenses à Dubaï qui ont abouti à un accord qui appelle à effectuer une transition hors des énergies fossiles, les délégués des pays, des entreprises et des ONG présents à la COP28 ont fait leur bagage. Pour la première fois, les pays du monde entier ont approuvé lors de cette COP28 un compromis ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles qui sont responsables du réchauffement de la planète. Cela à la fin d'une année 2023 qui sera la plus chaude jamais enregistrée. Malgré de nombreuses concessions aux pays riches en pétrole et en gaz, il aura fallu près de 30 ans de COP pour arriver au début de la fin des énergies fossiles, relève le commissaire européen au climat. Mais à présent, il faut passer des paroles aux actes et mettre la main au portefeuille. Et l'histoire nous l'a prouvé à suffisance. C'est la partie du récit souvent la plus compliquée. On s'intéresse ce matin aux résolutions de la COP28 avec autour de la table les habituels francs-parleurs du mardi. Alain Tossoulon, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Qui lui n'était pas à la COP, il est resté à Cotonou avec moi, mais entre-temps a fait un tour à Libreville et à Ouagadougou. Il va nous raconter cette filière ouagalaise et librevilloise. Mais ce sera en off, pas avec les téléspectateurs. William Apollinaire, qui lui était au plus près de cette COP28 à Dubaï. William, merci d'être resté. C'est moi. Et un invité taille patron, Martin Pépé-Aynan, directeur général de l'environnement et du climat, le DGEC, comme on l'appelle en abrégé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il a conduit la délégation béninoise donc du côté de Dubaï. Il était négociateur aussi. Ouais. Il a porté la voix du Bénin. Tout à fait. Tout à fait. Et on va voir tout ceci, bien évidemment, dans le fil de cette discussion. On va d'abord parler de la préparation du Bénin. Ensuite, on va nous expliquer ce que le Bénin est allé faire dans cette COP28, ce que le Bénin a gagné comme retombées. Mais avant, on va suivre ce reportage qui nous renseigne sur les retombées, sinon les résolutions de cette COP28. L'accord est intervenu tard dans la nuit, mais c'est intervenu quand même. Puisqu'il n'y a pas d'objection, c'est acté. 7h15 mercredi matin, d'un rapide coup de maillet, l'accord est adopté et ovationné. Après une nuit blanche, les délégations du monde entier rassemblées à la 28e conférence des partis sur le climat, ou COP28, se sont entendues sur une transition hors des énergies fossiles. Mais pas clairement sur une sortie. Le point fut très difficile dans les négociations. Nous avons été confrontés à des réalités et nous avons mis le monde sur le bon chemin. Nous lui avons donné un plan d'action solide pour maintenir l'objectif de 1,5 degré à portée de main. Les pays producteurs, comme les pays du Golfe Persique ou la Chine, ont freiné. Mais finalement, le texte mentionne cette transition. Et cela reste un progrès. Pour la première fois, le tabou est tombé. Il est toujours très difficile d'être satisfait du résultat d'un compromis, mais je reconnais que c'est la première fois qu'on emploie cette expression de transition hors des énergies fossiles dans une décision qui touche au climat. Certains scientifiques sont plus mitigés. Et vous imaginez qu'il a fallu environ 6 rapports GIEC pour que l'humanité prenne le courage à travers cette organisation de la COP, que nous puissions finalement reconnaître que oui, les énergies fossiles sont les causes des changements climatiques, entre autres, sinon des changements climatiques actuels. Et donc, c'est un début. Comment se fera cette transition-là? Et je rappelle aussi en tant que chercheur africain, c'est que lorsqu'on regarde la répartition des émissions globales des gaz à effet de serre à travers le monde, le continent africain ne participe qu'à moins de 4% des émissions globales. Il faudrait qu'au moment plutôt de la mise en œuvre, de la mise en place, que l'on puisse avoir une certaine justice pour ne pas pénaliser davantage ces pays africains qui déjà souffrent des conséquences des changements climatiques actuels. Maintenant se pose la question des fonds d'adaptation, ces sommes d'argent que les pays riches et pollueurs doivent donner aux pauvres pour financer leur transition. Les sommes annoncées sont faibles ou encore hypothétiques. Il faudra attendre encore pour avoir des engagements précis des bailleurs de fonds. Voilà ce qu'il en est de cette COP 28, de son accord ou des accords qui ont été trouvés. Alain Tossoulon, on parle évidemment d'une transition hors des énergies fossiles. Tout le monde se satisfait du fait que c'est pour la première fois que cette expression transparaît dans le rapport final.
Oui, c'est pour la première fois, je crois que le reportage l'a évoqué. Même si certains estiment que ce n'est pas ambitieux, parce qu'effectivement, il faut attendre 30 ans pour mentionner le début donc, de la sortie des énergies fossiles, à un moment où je crois que le monde est face au mur, je vais dire. Donc je pense que pour certains, oui, c'est un accord historique, mais pour d'autres, je crois, comme les pays insulaires, qui estiment que véritablement l'accord ne satisfait pas à leur demande, parce que ces pays-là sont véritablement menacés de disparition. Et donc je crois quand même que ça dépend de là où on se situe. Mais je pense que c'est une avancée, même si véritablement, donc ça ne satisfait pas vraiment, enfin, tous les pays, notamment ces pays-là qui aujourd'hui vivent de plein fouet, donc les différentes catastrophes. Donc, mais je pense aussi que il faudra pas attendre 30 ans encore pour qu'on sorte. On a attendu 30 ans pour mentionner la sortie. Il ne faut pas qu'on attende 30 ans véritablement pour en sortir. Parce que nous sommes face vraiment à des situations, et tout le monde, je pense que c'est l'année la plus chaude, et c'est en ce moment qu'on annonce qu'il faut maintenant sortir. Je pense qu'on devrait saisir ce moment pour qu'on soit beaucoup plus ambitieux, mais malheureusement on n'en est pas encore là, parce qu'il y a, je dirais, un certain nombre de contraintes d'ordre économique, la guerre en Ukraine et tout ça qui fait que il y a des pays qui sont retournés au charbon, alors que véritablement ces pays-là avaient promis de faire dos à ces énergies-là qui continuent à polluer. Alors, William Apollinaire-Djoki, vous étiez à Dubaï, vous avez vu un peu comment ça s'est passé, vous étiez au plus près, on va dire, des travaux. Est-ce que cette COP était différente de celle des autres, de celles antérieures, Sharm el-Sheikh par exemple, ou encore précédemment, il y avait eu Glasgow, il y avait eu Paris, entre autres. Hein. Ouais. Est-ce que cette COP était différente? Oui, elle est un peu différente d'abord par le nombre de participants. Parce que ça faisait, je crois, 2 fois l'effectif qui était présent à Sharm el-Sheikh. Donc, c'est d'abord un constat que moi j'ai fait. À part cela, c'est les décisions qui sont sorties de cette COP. Il a fallu 30 ans pour venir à cette transition. Et ça se comprend. Parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, voilà, nous passons d'une étape à une autre, il faut une phase de transition. Et cette phase de transition s'imposait, qu'on n'a pas amorcée dans les anciennes COP, parce qu'il y avait tellement de résistance. Et on était très, très étonnés de voir qu'à Dubaï, dans les Émirats, qu'on parle de transition hors fossile. Donc, c'est une avancée. Sur le plan politique, c'est une énorme avancée. Donc, il faut maintenant, comme on a l'habitude de le dire au niveau des techniciens, les mécanismes de mise en œuvre. Comment on sort réellement des fossiles pour des énergies renouvelables, pour mettre en œuvre l'efficacité énergétique. Et là, toute la question reviendra dans les prochaines COP pour voir si effectivement l'accord de Dubaï, donc cette position prise à Dubaï, va vraiment porter ses fruits. Très bien. Et le Bénin était justement présent à cette COP. On a vu une forte délégation venue du Bénin. Sur les images qui nous parvenaient, on a pu reconnaître un certain nombre d'activistes de l'environnement, de responsables d'organisations non gouvernementales. Donc la société civile était fortement mobilisée. Est-ce qu'il y avait un cadre d'échange avant, évidemment, de vous rendre à Dubaï? Je crois que c'est une tradition désormais au Bénin. Vous ne pouvez plus aller à la COP, à la conférence des parties sur le changement climatique, si vous n'avez pas suivi des formations. Donc il y a des pré-COP, donc des formations qui ont été organisées au niveau régional. Le Bénin a envoyé des délégués qui ont participé, et au niveau national aussi. Et au niveau national, nous avons défini les thématiques d'action, donc parce que quand vous êtes négociateur sur une thématique. C'est tellement vaste que vous ne pouvez pas dire je passe de l'adaptation à l'atténuation, au transfert de technologies, à la finance climatique. Même si la finance climatique est transversale, vous êtes obligé de vous faire former. Et cela, le ministre du Cadre de Vie et des Transports a fait un travail énorme depuis pratiquement 4 ou 5 ans. Systématiquement, il y a une formation qui se met en place avec des négociateurs seniors, accompagnés des négociateurs juniors qui sont formés en même temps pour assurer la relève. Donc, il y a un pont qui est établi systématiquement
dans la formation pour permettre à tous les négociateurs de comprendre globalement les changements climatiques, de comprendre les stratégies, la politique, et sur le plan scientifique et technique aussi, d'avoir une vue plus globale et plus large, et maintenant au niveau des seniors, d'avoir beaucoup plus de précision sur les enjeux du pays, parce qu'il faut connaître les enjeux du Bénin, connaître les enjeux au niveau régional, parce que le Bénin appartient à un groupe de négociateurs. Nous sommes des pays, des PMA, les pays les moins avancés, puis après du groupe africain des négociateurs, AGN, et du groupe G77 plus la Chine. Donc il faut connaître comment ça évolue au niveau des enjeux quand vous passez d'une étape à une autre, et comment prendre la parole, et qu'est-ce que vous pouvez dire si vous ne connaissez pas les enjeux en ce qui concerne le Bénin, vous ne connaissez pas le PAG, vous ne connaissez pas les contributions déterminées du Bénin, vous ne connaissez pas le plan national d'adaptation du Bénin, les stratégies de développement à faible émission de carbone du Bénin, vous ne pouvez pas parler donc à ces grandes rencontres. Donc il y a une formation qui se fait sur tous nos documents et sur les enjeux donc à chaque niveau donc de groupe de négociateurs. Et une fois sur place, le Bénin a participer aux travaux tout avec à fait. Le leadership évidemment du ministre du cadre de vie et des transports, José Didier Donato, mais également la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, qui était sur place. Je crois que cette fois-ci, nous ne sommes pas restés seulement au niveau négociateur technicien que nous sommes, mais au niveau politique, parce que quand vous finissez les négociations au niveau technique, les grandes décisions se prennent au niveau politique. Et là, il faut être présent. Et à cette COP, nous avons eu la grâce d'avoir la vice-présidente qui était de nos côtés. Nous avons le ministre d'État chargé de l'économie et des finances qui était là aussi sur tout ce qui concerne la finance climatique, le marché carbone. Nous avons eu la chance d'avoir le ministre de la Santé qui était sur santé et changement climatique, parce que, qui vous souviennent, au niveau de notre PNA, la santé fait partie des domaines de vulnérabilité du Bénin. Donc le ministre de la Santé était aussi présent à cette conférence des partis pour porter la voix non seulement du Bénin, mais de la sous-région, parce qu'il y a déjà eu plusieurs rencontres en amont. Et à ces rencontres, le ministre de la Santé était présent, donc ce qui lui a permis donc, de porter la voix du Bénin. Et donc quand vous descendez de ce niveau politique, certes, il y a les conseils techniques du ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Il y a eu la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'économie, du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et nous avons derrière aussi des techniciens. Nous avons eu derrière des internationaux qui connaissent la problématique et qui ont appuyé la délégation donc, et qui nous ont permis d'accéder plus facilement aux tests, d'avoir une meilleure compréhension et de pouvoir nous approprier donc, les tests, même si c'est parfois tard la nuit, de potasser encore les tests et de revenir encore dans les débats le lendemain pour dire le Bénin n'est pas d'accord parce qu'il y a eu tel. Donc déplacer la ligne, je crois que ça a été très apprécié, surtout des négociateurs techniques, de voir donc au niveau politique, au sommet même, donc nous avons nos décideurs qui étaient présents et qui maîtrisaient la problématique et qui ont accompagné tout le processus. En termes de gains, qu'est-ce que le Bénin a gagné à cette COP28 ? Je vais clarifier au risque de vous décevoir parce que chaque fois, on nous demande qu'est-ce que le Bénin a apporté, qu'est-ce que le Bénin a gagné. Bien sûr. La conférence des partis, c'est une assemblée générale. Quand vous êtes membre d'une association, que vous participez à une assemblée générale, c'est pour faire évoluer les tests. Vous voyez si les objectifs de départ sont tenus, si les objectifs, vous n'êtes pas sur la trajectoire des objectifs, vous travaillez à ramener ceux qui sont pays partis sur cette trajectoire. C'est d'abord ça. Et en termes de gains, tel que les Béninois l'attendent, on ne peut pas l'apprécier en termes de gains. C'est énorme. Parce qu'il faut être déjà présent là où ça se décide, dans ces capitales. Mais quand on parle de qu'est-ce que vous avez ramené, les gens pensent systématiquement, je ne veux pas donner des chiffres ici. Je sais, on va peut-être y arriver, mais je ne veux pas en même temps donner des chiffres. Je vais dire la première chose, nous avons ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, nous avons ratifié le protocole de Kyoto, nous avons ratifié l'accord de Paris. Et tous ces instruments, donc, nous devons participer à la mise en œuvre de ces accords. Donc il faut élaborer des mécanismes, le Bénin est présent, et sur des articles, donc le Bénin a travaillé et a porté sa voix. C'est d'abord ça. Maintenant, pour rentrer dans les détails du gain, vous allez me permettre de vous tenir un peu sur votre soif.
Et puis, pour que les gens puissent comprendre d'abord que quand on participe à une assemblée, ce n'est pas je dirais, le conseil des actionnaires d'une banque où quand on revient, on dit, bon, les dividendes, voilà, on s'est partagé. Il faut qu'on enlève ça d'abord de notre tête et dire, voilà ce que le Bénin a fait. Ce que nous gagnons, c'est ce que nous-mêmes, nous allons, sur la base des tests que nous avons votés là-bas, c'est ce que nous allons mettre en place. Et là, nous pouvons après parler de gains. En termes de renforcement de capacité, en termes de mobilisation de ressources financières sur des projets. Si vous allez à la COP et que vous n'avez pas de projet, et que par exemple, vous n'avez pas, parce qu'il y a des événements parallèles, et que vous ne vous êtes pas organisé pour aller dans les événements parallèles, pour rencontrer des partenaires, pour faire du B2B, d'accord, pour pouvoir mobiliser des ressources, vous n'aurez rien. Donc c'est capital pour nos concitoyens de comprendre d'abord cela. Et une fois qu'on a compris, on peut aller maintenant sur les détails de renforcement, de mobilisation. On a fait des événements parallèles. Ces événements parallèles nous ont permis de mobiliser tel ou tel acteur, de signer des accords de partenariat. J'en ai signé là-bas, de signer des accords de partenariat sur instruction du ministre qui a fait des adhésions donc à certains groupes. Moi, j'ai finalisé donc le partenariat sur place pour pouvoir mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de notre plan national d'adaptation, la mise en œuvre de notre contribution déterminée nationale. Ce n'est pas l'objectif principal de la COP. D'accord, très bien. Nous avons été entre-temps rejoints par Patrice Sagbo, on l'annonçait. Bonjour et bienvenue, M. Sagbo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, DGEC. DGEC, c'est ça, non? C'est ça, c'est bien enfin, ça. Bon, on l'a vu ici. On lui dit quoi, bon? Il est toujours ici quand on bon, moi, j'ai dit ça. C'est moi qui l'ai vu ici maintenant. Et je lui dis quoi, bon? De la COP, quoi? Et ce n'est pas la première fois. Et si on vient de la COP, on vient avec des cadeaux. N'est-ce pas? Vous devez bien poser la question. Vous dites, quels sont les cadeaux qu'il a ramenés? Non, pas les cadeaux. Non, mais si quelqu'un voyage dans une famille, il vient, je suis sûr que les enfants lui ont dit ça. Maman aussi lui a dit, quoi, bon? Et on dit, on va fouiller la valise. Et vous avez bien commencé par le faire. Donc, c'est pas méchant de lui demander qu'est-ce qu'il a ramené. On va fouiller, on va dire, la valise en termes de retombées pour le Bénin, pour le pays, évidemment. Et justement, je vais vous poser la même question que j'ai faite aux autres en votre absence. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait des résolutions issues de cette COP28? Ceux qui doivent être satisfaits, c'est d'abord les partis. Parce que la COP est une rencontre politique, diplomatique. Nous faisons des gymnastiques pour les accompagner dans les coulisses, société civile, jeunes, peuple autochtone, communauté locale, tout ça. On n'est pas autorisé à parler, mais on les accompagne dans les coulisses, chacun dans son pays, dans ses groupes, pour dire ça doit avancer. Donc c'est à eux de nous dire ça. Mais moi j'ai constaté que depuis 1992, lorsque les 3 conventions étaient mises ensemble, on avait l'espoir que la planète et l'humanité auraient bénéficié de quelque chose, d'une amélioration, du changement de comportement. Mais au fil des années, on a vu que surtout la COP sur le climat a été bafouée, banalisée. Et on constate aujourd'hui que, tout le monde le sait aujourd'hui, qu'on va là-bas pour se mentir, quoi. On ne dit pas la vérité. Parce que vous savez, avant de partir ici, on a fait une émission ici avec M. Tosuno. Les gens avaient des attentes écrites. Est-ce qu'aujourd'hui, objectivement, notre DGEC peut nous dire, parce que j'ai vu que le Bénin a été représenté au plus haut niveau, il y avait la vice-présidente de la République qui était là-bas. Donc, il y a eu des attentes ici, consignées. Est-ce que lorsqu'on fait le bilan, si on laisse la déclaration finale, qui a été placée dans une ambiance où on sait que tout le monde est fatigué, personne ne peut plus réfléchir à quoi que ce soit, et on sait qu'on va aboutir à une prolongation. Et je disais ici que ces débats-là, négociations, on a réservé 2 jours pour ça, alors que c'est les plus importantes décisions à prendre. Donc c'est pas bien. Donc on va voir si les attentes, ils ont dit, attendez, l'année passée, en 2022, on a dit, c'est la première fois. Ah oui, on a eu que la décision, dommage. On a promis de l'argent. Il est bien placé pour nous dire combien ils ont reçu. C'est pas le Bénin. C'est-à-dire combien les gens ont décaissé finalement pour ça. Aujourd'hui, on vient encore ici, c'est c'est-à-dire pour dire oui, les fossiles, première fois, on a mis ça dedans. On se train de dire ça tous les jours. Ce n'est pas normal. C'est ce que moi je dis. Je ne parle pas pour le Bénin. Je ne parle pas pour l'Afrique, je parle pour l'humanité. Et je vois que
tout le monde, c'est-à-dire ils sont dans une complicité pour détruire la planète. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a dit, le syndicat des producteurs de pétrole, c'est-à-dire l'OPEP, est venu dire automatiquement, si vous n'allez pas dans l'autre sens là, on n'applique rien du tout. C'est des syndicalistes. Chacun va défendre ses intérêts. Les pays africains disent, vous ne pouvez pas être si injuste envers nous. Et ils ont raison de le dire. C'est-à-dire que nous, on est restés tranquilles. Vous avez utilisé, exploité toutes nos ressources pour vous développer. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on s'est révolté pour dire, nous, on va faire là, vous mettez des règles pour dire, on n'est pas juste le pays équitable. Ils ont raison. Mais qui paie? C'est la planète qui paie. Est-ce que dans ce truc, dent pour dent, œil pour œil, est-ce que nous pouvons maintenir les 1,5 degrés à l'horizon 2030? Moi, c'est mon inquiétude, ça. Vous voyez ce que je dis, non? Très bien. C'est très important. Et on est venu ici pour éclairer le peuple. Le monde entier nous suit ici. Comment nous allons nous en sortir ici? Je ne parle pas du Bénin encore. Je parle des pays africains. Parce qu'avant de partir à Dubaï, se sont vus en septembre, au Kenya. On a dit c'est le Kenya qui est notre porte-parole. Arrivé là-bas, on a vu que les pays africains n'ont pas les mêmes intérêts. Ils n'ont pas porté la voix unique. C'est ça aussi. Chacun a défendu sa voix compte tenu de sa position dans cette histoire-là. C'est ça, quoi. C'est ça qui est dommage. Et il faut en parler. Il faut vraiment en parler pour que les gens changent. La COP climat est aujourd'hui banalisé, bafoué, et on va là-bas seulement pour se mentir. On a l'impression que c'est ça, quoi. Ce n'est pas normal. Alain Tosno, on se rend compte que les... C'est pas moi seul. C'est-à-dire que j'ai vu des journalistes, j'ai suivi beaucoup de gens. Ils ont été déçus complètement. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'on avait... J'ai suivi des Vox Populi, des diplomates, tout le monde est déçu. Et lorsqu'on a vu la déception, le dernier jour, ils ont fait la prolongation là, pour contenter tout le monde. On dit oui, le point 39, on peut changer maintenant. Très bien. Alors, on va vous permettre de réagir tout à l'heure. Donc, c'est pas à lui que je parle quand même. Non, bien sûr. Il représente quand même une autorité sur le plateau. C'est une autorité, donc on va lui permettre évidemment, lorsqu'il sent le besoin de réagir ou de revenir sur un certain nombre d'aspects, qu'il puisse évidemment prendre la parole. Alors, Alain Tosno, on se rend compte que ce sont quand même des enjeux majeurs qui sont aujourd'hui sur la table, parce que on sait évidemment quand il s'agit du pétrole, quand il s'agit des énergies fossiles, ça touche à de très gros intérêts, et forcément, même si c'est de petits pas, on peut déjà applaudir ce pas qui a été franchi avec la mise en place de cette sortie progressive des énergies fossiles. On n'a peut-être pas à tout peindre en noir comme le fait M. Savo. Je ne crois pas. Je crois que... Je dis qu'on a peint en noir. C'est la réalité. Non, c'est tout à fait normal que même à la COP, c'est comme ça se passe. Pendant que d'autres estiment qu'il y a des avancées, qu'il y a des petits pas qui sont faits, d'autres estiment qu'il n'y a pas du tout. Donc c'est comme ça se passe dans toutes les COP. Mais dans ça, c'est au moins important que les gens se retrouvent et se parlent. Que tout au moins, vous voyez les techniciens, toujours les rapports du GIEC. Je crois que on a dit, il a fallu près de 8 rapports avant que maintenant, près de 6 rapports avant que dans l'accord, on ne mentionne donc qu'on ne prenne la voie de l'élimination des combustibles, alors que les techniciens ont dit pendant longtemps que ces combustibles-là, si nous voulons véritablement continuer à vivre en paix, c'est qu'il faut chercher les moyens de progressivement réduire les émissions. Mais ce qui dans tout ce que le doyen a dit tout à l'heure, c'est quand je vois un peu les premiers COP auxquels moi j'ai participé, j'ai vu comment le glissement des pays africains. Vous voyez, au début, on les voyait carrément du côté donc de ceux-là qui revendiquaient absolument, nous on pollue moins, donc laissez-nous un peu polluer parce que nous avons droit aussi au développement comme vous, c'est vous qui avez pollué. Et donc maintenant on voit sur la question donc des combustibles fossiles comment les pays africains se sont retrouvés aussi du côté. Donc aujourd'hui, parce que les pays africains revendiquent aussi le droit de pouvoir donc exploiter les énergies fossiles. Est-ce que vous voyez? Donc, et cette fois-ci, on a vu comment les pays africains se sont retrouvés du côté donc des pays pétroliers aussi.
Et je crois que c'est dire combien de fois des intérêts sont en jeu à la COP. Et c'est difficile de pouvoir harmoniser les intérêts, pouvoir aller à un accord. C'est très très périlleux ce processus-là. Et si vous suivez, si vous n'êtes pas courageux, vous allez abandonner parce que vous ne dormez pas, vous êtes obligé de... On vous réveille à tout moment pour dire, il faut par rapport à un mot, parce que tout le monde n'est pas d'accord et tout. Donc, c'est vraiment périlleux. Mais c'est quand même important que les gens se retrouvent. Ça, je pense que dans tout ce qui a été dit, je crois que le secrétaire général de l'ONU, lui-même, il a un peu regretté qu'on ne parle pas de sortie maintenant. Même si lui-même, il sait que derrière, c'était difficile de pouvoir parler de sortie à un moment où nous avons la guerre en Ukraine qui a fait que dans la majorité des cas, les pays européens ont dû retourner. Regarde l'Allemagne. L'Allemagne qui, en matière d'énergie renouvelable et tout, est obligée aujourd'hui de retourner au charbon. Donc, il y a des contraintes économiques, il y a des enjeux qui sont là et qui font que pour faire des pas, c'est très difficile. Est-ce que vous y croyez, vous, cette sortie des énergies? Non, moi je pense que quand on voit d'autres mesures, parce qu'il y a l'accord, mais il y a un certain nombre de mesures au niveau de l'accord. Par exemple, on a parlé du triplement par rapport aux énergies renouvelables et du doublement de l'efficacité énergétique. Parce que ça aussi, c'est un certain nombre de mesures qui vont nous conduire progressivement à pouvoir... C'est vrai que l'objectif principal... Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est là où je pense que les pays développés doivent faire des efforts. Ils savent qu'ils doivent faire des efforts parce qu'aujourd'hui, la question... Les impacts, ce n'est pas seulement les pays les moins avancés, les moins développés qui subissent ça. Tout le monde est aujourd'hui concerné par les impacts et tout le monde vit ça. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde se rend compte qu'il faut avancer, sinon on va périr. Donc, et je crois que c'est ça qui fait peut-être qu'on a commencé à voir des progrès. William Tchouki, il y a aussi la mise en place de ce fonds destiné donc aux pays pour l'adaptation au changement climatique et pour conserver également ces ressources forestières. On parle par exemple des forêts au niveau de l'Afrique centrale, parce que justement en République démocratique du Congo par exemple, les gens avaient commencé par menacer de commencer par détruire évidemment ces forêts-là, puisqu'elles évidemment captent quand même assez de carbone, mais on ne leur donne pas les moyens de pouvoir conserver. Aujourd'hui, on parle de près de 800 millions de dollars qui seront mis en place sur la durée, mais on sait que mettre la main dans le portefeuille, c'est généralement là où le bas blesse. C'est vrai. Vous savez, souvent, des promesses sont faites, même par rapport au fonds pertes et dommages. Des promesses ont été faites, mais souvent, c'est comment donner cet argent aux pays en voie de développement qui demandent cela, qui est compliqué. Le président a souvent parlé du fonds d'adaptation où la procédure est tellement longue, surtout pour les pays francophones. Et très complexe. Très complexe. Nous, on ne comprend pas l'anglais parce que souvent, les documents sont en anglais. Donc, pour d'abord traduire cela, avant d'arriver à avoir assez, ça prend parfois même 3 années. C'est vrai que pour les fonds pertes et dommages, on a donné du montant. Mais je me dis, est-ce que l'accès sera aussi facile qu'on aurait souhaité? C'est là encore le gros problème pour les pays en voie de développement. Certes, c'est bon de faire des promesses, mais il n'y a rien qui puisse appuyer ou qui puisse forcer les gens à vite donner l'argent. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Je suis un peu d'accord avec le doyen qui dit, voilà, c'est vrai qu'on va à la COP, mais on n'a pas de bonne résolution. Mais je me dis, c'est toujours quand même important qu'on puisse se voir et discuter. Si on ne se voit pas, si on ne discute pas, moi, je prends l'exemple d'un pays, par exemple, le Japon. Vous allez par exemple au Japon, enfin, vous voyez par exemple les délégués japonais où ils sont parfois même pas de 300. Ils sont presque à toutes les thématiques. Quand l'autre est là, il y a quelqu'un qui est là, qui attend, qui se repose, il finit, l'autre le remplace. Il se relaie. Et ils suivent tout de près. Nous, on est peut-être à peine, je crois, 60. Même pas. Et ça, c'est une évolution parce que... Au départ, il y a des pays africains qui étaient à 300 délégués. 200 délégués. Le Brésil, c'est plus de 3000. Bon, qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est la taille du pays aussi. 3000, quoi. Si vous permettez, mes prédécesseurs l'ont dit, vous avez ratifié une convention, vous devez y être. Maintenant, c'est très important, personne ne viendra faire à votre place ce que vous devez faire vous-même. Nous n'allons pas, le Bénin est sorti de ce discours d'attendre que les gens viennent faire à notre place. Nous prenons pas de négociation, nous connaissons les enjeux du Bénin, nous tirons le drap de notre côté quand nous pouvons le faire, jusqu'où nous pouvons y aller, et à partir de ce moment,
Nous avons aussi notre stratégie, nous avons notre politique. Donc personne ne viendra faire à votre place ce que vous devez faire. Ces fonds, je prends les pertes et dommages, où les Émirats ont donné 100 millions, l'Allemagne a donné 100 millions, je crois que l'Angleterre, 100 millions de dollars chaque fois, l'Angleterre allait à 60 millions de livres sterling, et puis les Américains, les États-Unis, vous vous rendez compte des États-Unis qui disent 17,5 millions de dollars. C'est comme s'ils venaient donner notre pourboire, quoi. C'est clair. Et puis l'Union européenne qui est à 225 millions de dollars. Donc c'est pour vous dire que si vous attendez ces pays, vous n'aurez rien. Donc il faut discuter des mécanismes maintenant et faire fléchir. Ce qu'il faut, vous savez, dans votre maison, même si vous êtes le chef de famille, vous êtes parfois contesté. Parfois, vous cherchez le bien de la famille, vous êtes contesté. Nous n'avons qu'une seule planète. Et donc, on peut se demander, mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Mais parce qu'ils sont obsédés par les intérêts du moment. Et l'intérêt en ce qui concerne le développement, aujourd'hui, si un pays découvre du pétrole, il va chercher à l'exploiter. Si on ne met pas en place des mécanismes, des règles pour contraindre, on ne fera rien. Donc, c'est pourquoi il faut forcément aller à ces COP. Mais on ne va pas aux COP. Ce n'est pas pour se mentir, c'est parce que les intérêts sont divergents. Les intérêts sont divergents et chacun, le Bénin a ses intérêts, mais au Togo tout près, ce n'est pas les mêmes intérêts. Quand vous prenez ne serait-ce que ce qui nous a conduit au programme Waka, le Togo est venu placer un ouvrage très proche de notre frontière, ce que la loi interdit, et qui va créer des dégâts au Bénin. Donc il a fallu qu'on se mette ensemble pour discuter, pour dire, ben voilà, comment on va réparer ce dégât. Voilà, donc c'est aussi simple de pouvoir parler, négocier pour réparer les dégâts. Et pour réparer les dégâts, quand vous avez des intérêts divergents, souffrez que ça prenne du temps. Non. Ce n'est pas 2 jours pour parler des questions essentielles. Quand nous sommes là, à la COP, mais on n'a fait que ça. Il y a eu des organes subsidiaires déjà en juin, donc à Bonn, pour discuter de toute cette thématique avant de venir. Donc les 2 jours, c'est qu'il y a des rencontres, il y a plusieurs niveaux de rencontres. Et le sommet politique ne peut pas rester, donc les ministres ne peuvent pas rester pendant 2 semaines. Donc il faut que les techniciens travaillent et c'est quand ça nous dépasse qu'on dit, bon voilà, on va reverser à l'agenda des ministres, on va reverser à l'agenda des chefs d'État. Donc ils ne viennent pas seulement pour 2 jours. Vous savez, il y a des ministres qui sont restés tout le temps. Moi, mon ministre est resté tout le temps connecté. Il n'y a pas... Si je ne donne pas le rapport au bout de 3 heures, 4 heures, il me demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Systématiquement, je dois lui donner le rapport et recevoir les orientations au fur et à mesure, porter à la délégation, orienter chaque négociateur dans son groupe thématique pour qu'il puisse dire c'est ça la position du Bénin, nous ne bougeons pas. Mais si le Bénin peut dire c'est ma position, je ne bouge pas, mais souffrez que les États-Unis aussi fassent pareil, souffrez que les Japonais, que chacun fasse pareil pour que nous puissions petit à petit donc aller à un consensus. C'est très très difficile. Voilà pourquoi à la fin, ces 2 jours-là, c'est des mois ou même des années de travail derrière qu'on conclut peut-être en 2 jours où les gens disent mais en 2 jours ils ont donné quelque chose, mais ce n'est pas du tout ça. On parlait déjà de la transition depuis Bonn. Depuis le mois de juillet, nous on parlait de la transition pour dire vous devez accepter ça. Quand le président de la COP est venu à la Bonn, on lui a dit voilà ce que nous recherchons en tant qu'Africains. Il faut qu'on sorte de là. Et donc on a tenu de Bonn en juillet jusqu'en décembre pour que finalement le gars il lâche le morceau pour réunir ses pairs pour dire écoutez, il faut qu'on sorte de là. Donc c'est très important de comprendre le processus. Et quand vous dites c'est nous qui répondons, non, c'est le Bénin qui répond. Donc vous faites partie. Vous êtes pays partie, nous avons ratifié, mais en 92, moi j'étais pas là. Mais je suis obligé de défendre les couleurs parce que nous avons ratifié. Et donc, à partir de là, ne dites plus nous sommes pays partis, c'est nous. Non, mais c'est le Bénin qui est pays parti. Et vous serez à notre place, vous allez faire pareil. Donc, j'ai tenu à clarifier ces éléments. Merci. D'accord. Justement, et que vaut la position du Bénin? J'ai envie de savoir. Je vais vous dire, quand je prends le débat, les négociations, qui ont duré des heures sur l'article 6, sur le marché carbone. Le Bénin a déplacé des lignes. Quand vous prenez maintenant le 6.8 qui est voté, la proposition est venue du Bénin. Quand vous prenez le 6.2, la proposition du groupe africain des négociateurs, c'est celle que nous avons portée.
Le 6.4, c'est celle que nous avons portée. Malheureusement, en face des Européens, ça n'a pas porté de fruits. Donc, le Bénin, aujourd'hui, quand vous comprenez la thématique et que vous pouvez donner des arguments solides en tant que technicien, vous pouvez faire bouger la ligne. C'est ce qui nous a manqué au début et c'est pourquoi j'apprécie donc la position du ministre qui dit « Vous ne pouvez pas aller à la COP si vous n'êtes pas formé ». Et cette formation a porté ses fruits. Vous prenez au niveau de l'agriculture, c'est le responsable au niveau de l'agriculture du Bénin qui a bloqué le paragraphe 16 au niveau de l'agriculture pour dire ça ne peut pas passer. Tout simplement parce que ça peut frustrer un peu M. Sabo qui est de la société civile. Ce que veut dire, non, vous n'avez pas encore entendu. Non, je vais vous dire ce que veut dire. Pourquoi je l'ai dit tout le temps maintenant aussi? Non, bon, vous ne m'avez pas... Suivez-moi, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Et si vous êtes d'avis avec moi, alors bravo, on avance. Ce que je veux dire, les pays européens disent tout le monde peut poster directement sur la plateforme des informations, des données. Les pays africains disent que ce n'est pas possible. C'est le Bénin qui a ratifié. Donc on ne peut pas permettre à une ONG par derrière d'envoyer des informations. Mais pourquoi les gens disent que tout le monde peut poster? C'est juste pour dire, le Bénin a dit, voilà, je suis à telle émission, mais telle ONG a dit, parce qu'ils vont nous infiltrer, comme ils ont l'habitude de faire, pour faire avancer. Je ne dis pas que toutes les ONG sont comme ça. Pour faire avancer des données, mais ces données-là, c'est le Bénin qui est responsable, c'est le Bénin qui a ratifié. Donc c'est l'État béninois qui doit certifier les données que nous postons sur la plateforme. C'est l'État togolais qui doit certifier. Mais les gens disent non, mais tout le monde peut poster, même les ONG, même les organisations de la société civile. Et c'est le Bénin qui a mis fin à ça, qui a dit jamais. Et on est resté là-dessus jusqu'à la fin. On n'a pas trouvé de consensus. Mais sinon, on serait venu en disant, oui, on a fait passer au niveau de l'agriculture, sécurité alimentaire, mais quand les informations vont commencer par aller sur les plateformes, donc dans les registres... Mais la plupart du temps, l'État et la société civile ne s'accordent pas. Je suis d'accord, mais il faut qu'on s'accorde sur des données scientifiques. Oui, absolument. Et sur des données scientifiques, on doit pouvoir être unanime là-dessus. Autrement, ce n'est plus de la science. Parce que ce qui est objectif a été d'abord subjectif. Ça dit que chacun a émis son avis et puis après on s'est entendu. Mais si on nous dit n'importe qui peut poster sur la plateforme, vous vous rendez compte que le président dit voilà là où je suis et puis quelqu'un par derrière dit il y a telle information, l'autre dit il y a telle information et puis l'Union européenne dit bon, le Bénin ne s'est pas entendu, donc on n'a pas les données du Bénin, donc on passe. Alors que c'est des résultats scientifiques qu'on nous demande. Quand on parle de données en ce qui concerne nos sols, en ce qui concerne notre agriculture, mais il faut quand même, nous avons un ministère en charge de l'agriculture, en même quand même de dire, voici là où nous en sommes. Donc voilà des éléments sur lesquels donc, le Bénin a beaucoup, donc en tout cas, en termes de participation, depuis pratiquement 4 ans, le Bénin commence par poser son veto aussi pour dire voilà ce que nous pouvons faire et quand ce n'est pas ça, on ne bouge pas. Donc, et souffrez que les autres pays aussi fassent pareil. Très bien. Monsieur Sabo? Oui, donc moi je ne suis pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas un État, une société civile à part. C'est-à-dire que nous sommes dans le même pays et chacun joue un rôle. La tentative de diviser ne marchera pas chez nous, parce que nous appartenons à la République. Et la République nous a donné un article 27 qui dit « Chaque Béninois de la Constitution a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. » Ce n'est pas dit ONG, on n'a pas d'association. C'est chaque Béninois, chaque bébé qui naît doit le faire. Et l'État a l'obligation de l'accompagner. C'est ça qu'on a dit. C'est pour cela que moi je pense que on doit travailler en harmonie. Ici, je ne sais pas si on le fait. Nous devons travailler en harmonie. Et si on dit données, il y a des données scientifiques. Le GIEC, c'est quoi? C'est pas données scientifiques? C'est données scientifiques. Et pourtant, ces données ne sont pas toujours regardées. Mais on a mis beaucoup de millions, beaucoup de milliards de dollars pour faire ces données-là. Parfois, pour des raisons politiques et diplomatiques, on ne les considère pas. Donc ce n'est pas béninois ça. Ça, c'est universel, c'est connu. Ici, qu'est-ce que les gens évitent? Ils évitent la non-transparence des données. C'est ça qu'on dit. La non-transparence. On demande aux États de travailler dans la transparence. C'est pour cela qu'on leur dit, si vous communiquez les données, tout le monde doit être d'accord au niveau national pour savoir que ces données sont vraiment venues de mon pays. J'étais associé à les produire. C'est tout ce qu'on demande. Donc il ne faut pas déplacer le problème. Le problème, c'est
se mettre ensemble pour travailler en harmonie, avoir les mêmes données, et la donnée scientifique d'aujourd'hui en matière de climat peut changer demain, parce que nous sommes dans une dynamique. Tout à fait. C'est ça. Donc, le fait de dire, on a refusé, les gens ont vu, ce n'est pas le cas du Bénin, ils voient le cas général dans leur pays, la démocratie, la transparence, comment ça marche, partage des informations. Attendez, vous prenez l'article 34 ou bien 35 de la Constitution, on dit chaque cadre qui est élu à une fonction, ou bien qui est dédié, c'est-à-dire tu as reçu un concours, tu dois être dans la loyauté, la transparence, tout ça, on a décrit tout ça. Mais lorsque vous allez dans une association aujourd'hui, vous demandez information, c'est la croix et la bannière. Vous n'avez pas. Je ne parle pas de lui. C'est-à-dire qu'il faut voir le cadre général. C'est-à-dire que vous allez dans une... Vous-même, vous savez, vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas moi. Pour avoir l'information dans quelque administration que ce soit aujourd'hui, c'est très compliqué. Si vous avez une personne de bonne foi qui vous accueille, il n'y a pas de problème. Mais on vous dit, ce n'est pas possible. On va voir tel chef. La problématique, c'est au niveau de l'éducation. Oui, vous savez, c'est au niveau de l'éducation. L'État a défini un cadre pour ces choses. Si vous n'arrivez pas à avoir une information, ce n'est pas l'État qui refuse. D'accord? Je vous rejoins. Non, mais c'est la personne en place qui a refusé. Et ça, vous pouvez le rencontrer un peu partout dans le monde. Oui. C'est la personne en place qui décide de faire ce qu'il veut parce qu'il n'a pas la déontologie du métier. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Vous êtes en train de faire de la recherche, vous allez dans une structure pour vous donner des données, les gens battent la porte. Voilà, donc, c'est dans l'humanité. Ouais, et qu'il faut éduquer notre population, il faut éduquer, et c'est le rôle aussi des ONG, des organisations de la société civile. C'est notre rôle, notre devoir. Nous avons même une loi sur et cette loi dit, même si un cadre refuse de donner l'information, il s'expose. Il s'expose. C'est pour cela que je dis que nous sommes dans un ensemble où on travaille avec le gouvernement. Nous, on défend ça. Non? Donc, ce que nous faisons ici chaque matin, ce n'est pas une contribution à la nation, c'est bel et bien une contribution. Et ce que je dis, il ne faut pas voir seulement la position du Bénin. Le Bénin est dans l'Afrique. Et l'Afrique a des problèmes communs. Nous devons nous mettre ensemble pour défendre la planète au niveau de l'Afrique. Le Bénin seul, j'ai vu comment les gens souffrent. C'est vrai, à cause d'une virgule, le Bénin peut dire je bloque. Mais il y a d'autres personnes qui vont passer dans le couloir, les amis du président, ça on ne sait pas comment ça se passe, les amis du président, c'est à 2h du matin, on sélectionne, on fait des trucs, et après on vous voit, on connaît ces coulisses-là aussi. Et ensuite, lorsque vous voyez le test, là, la déclaration finale, la déclaration finale ne vaudra que la conscience que chaque pays y mettra. Et il y a des lobbies, c'est ces lobbies-là qui bloquent tout. Tout à fait. C'est ça. Et le test là, on a vu, c'est-à-dire on t'appelle une première mouture pour te tester. Si tu restes là, on dit on garde ça. On a une deuxième. On a attendu le dernier jour. Et jusqu'à faire une prolongation. C'est de la prolongation que le président a dit, ça là maintenant là, il faut mettre. Ben, moi, je voudrais dire à M. Sabo, même pour la COP sur la biodiversité, c'est la même chose qui s'est passé aussi avec le cadre mondial. Les gens bloqués, et c'est au dernier moment que maintenant... C'est ça que je dis. Voilà. Mais il semble que là-bas, c'est un peu plus sérieux. Mais... on savait qu'on en est arrivé là. Les enjeux ne sont pas... Vous voyez, là-bas, il n'y a pas à vendre, pétrole, tout ça. Mais ici, c'est du pétrole, c'est du... D'accord. Voilà, donc il faut parler Afrique. Il y a, si vous permettez, l'émissaire des îles Marshall, qui est une île du Pacifique, qui a fait quand même une déclaration qui, ma foi, je trouve quand même assez intéressante. Il dit, je cite, « Je suis venu depuis mon île natale pour travailler avec vous tous afin de relever le plus grand défi de notre génération. Je suis venu ici pour construire ensemble un canoë pour mon pays et au lieu de cela, nous avons construit un canoë dont la coque est faible et percée, remplie de trous. Pourtant, nous devons le mettre à l'eau parce que nous n'avons pas d'autre choix. » C'est dire, ça résume un peu, on va dire... son insatisfaction. Son insatisfaction. Les positions qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'au final, il y a une majorité, en fait une minorité, mais écrasante, faite de pays développés, de pays riches, mais qui domine mais de façon redoutable les pays, la majorité constituée de pays pauvres comme le Bénin, des pays qui n'ont pas les mêmes capacités de résilience que ces pays riches qui sont si vous permettez, de l'environnement. Quand vous allez dans les pays insulaires, je prends l'exemple par exemple de Seychelles, vous voyez vraiment quoi, de près
les effets des changements climatiques. C'est-à-dire, en fait, là-bas, c'est encore plus palpable qu'on le voit chez nous ici. C'est vrai que chez nous aussi, on voit aussi à Grand Popo, où l'État fait beaucoup d'efforts aussi à Akpakpaou. Mais dans ces pays, on sent que la mer avance dangereusement et que si on ne fait rien, ces îles vont disparaître. Donc, ce discours tenu par ce monsieur, moi je me dis qu'il a... Des îles. Oui, des îles. Ouais, les îles. Ils ont raison. Ça dit qu'ils sont en danger, quoi. Critique, j'allais dire moi. Non, ces îles sont menacées de disparition carrément. Et je crois que dans les discussions, surtout par rapport aux pays pétroliers aujourd'hui qui se cachent derrière les technologies de captage de carbone, et c'est ça en fait, les pays insulaires ont dénoncé ça et on dit véritablement, je crois que sur ce paragraphe-là, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, parce que les pays pétroliers estiment que bon voilà, nous sommes en train de développer un certain nombre de technologies pour capter le carbone et autres. Mais les pays insulaires disent que ces technologies n'ont pas encore véritablement donné toute la preuve. Et donc, vous ne pouvez pas vous cacher derrière et continuer. Donc, je crois que c'est tout à fait... Parce que pour eux, c'est une façon, en fait, de contribuer à la réduction donc, des émissions en faisant, donc, avec ces technologies-là. Mais les autres... Ça dit les populations sont menacées. Parce que si l'île disparaît, c'est que les gens ils vont disparaître. Ça dit que du jour au lendemain, l'eau va engloutir les îles et puis bon voilà, on ne parlera plus jamais de ces îles-là. Donc je crois que ils vivent de près vraiment cette réalité-là. C'est vraiment un cri de cœur. C'est un cri de cœur et souffrance parce qu'ils vivent des choses effroyables. Et puis ils sont en train de voir plusieurs parties, une bonne superficie donc qui chaque fois donc érodée disparaît et qu'ils arrivent dans notre COP et qui nous voient dans cette discussion, ils se demandent de traîner les pas. Et je crois que c'est un cri de souffrance. Et souvent, quand ils prennent la parole, ils sont virulents. Vous sentez vraiment qu'ils sont vraiment fâchés, quoi. Il faut les soutenir. Ouais. C'est comme ça. Alors, professeur Aïnan, après la COP, quelle est la suite pour le Bénin? Vous savez, au niveau de la COP, pendant que nous étions là-bas, on a signé donc, des contrats de partenariat. Il faut faire le suivi maintenant de ces contrats de partenariat. On s'est proposé pour des tests, à rédiger des tests au niveau de la T6. Le Bénin s'est proposé, donc il faut désormais travailler et sur désormais ces tests que nous allons soumettre parce que juin c'est très proche, il faut les soumettre parce qu'il y a des consultations informelles, des groupes de consultation qui se sont mis en place, donc il faut travailler là-dessus. Mais ce qui est important pour nous, c'est de répondre aux besoins de nos populations. En termes de vulnérabilité, il faut apporter de la résilience. Et ça, nous devons mettre en place des projets, contribuer donc au renforcement de la résilience de nos communautés à la base. Et ça, personne ne viendra le faire à notre place. Et nous avons vu les dangers venir, nous sommes à plein dans les dangers. Et donc, sur les données dont nous disposons aujourd'hui, le Bénin travaille pour cela. L'autre élément que le Bénin met en place, c'est arrêter de quémander et pouvoir se proposer comme une solution. D'où le marché carbone aujourd'hui. Le marché carbone qui nous permettra de mobiliser des ressources au profit donc de l'adaptation pour nos communautés à la base. Donc voilà un peu donc la feuille de route que nous sommes en train de mettre en place et qui sera validée, je crois, vendredi quand nous allons faire la deuxième restitution, parce qu'il y a une restitution déjà au ministre hier. Vendredi, quand nous allons faire la deuxième restitution, certainement donc au codir du ministère, nous allons recevoir encore des instructions de l'autorité pour pouvoir finaliser cette feuille de route et se mettre au travail. William, qu'en est-il de la société civile qui était fortement mobilisée? Est-ce que vous avez pu les voir au niveau des différents Justement, panels. j'avais voulu que l'autre soit de la partie pour la discussion ce matin, M. Djondo ou encore M. Oussoulio, mais ils étaient pris. Donc, je crois qu'ils étaient aussi à ces différentes rencontres. Ils ont quand même participé à ces différentes rencontres, comme l'a dit M. Sagbo. Ils sont aussi derrière ces différents délégués des pays pour booster un peu les lignes, faire bouger les lignes. Des propositions viennent d'eux aussi pour voir un peu comment faire pour que notre pays ait une position plus juste par rapport au continent africain. Très bien. Allez, on va boucler cette émission, mais avant, on va faire un dernier tour de table avec Alain Touchenon. Est-ce que vous pensez que d'ici à la COP 29, qui aura lieu à Bakou, c'est bien ça, non? À Bakou, en Azerbaïdjan, bien évidemment, on espère... Un pays gazier. Encore notre pays. On passe du pétrole au gaz. On passe du pétrole au gaz. Demain, on ira dans un pays du charbon, pourquoi pas, c'est un jamais.
Finalement... Si Azerbaïdjan n'arrive pas à nous prendre, c'est l'Allemagne qui va prendre. Ah oui, c'est ça. Le charbon, justement. Donc, la COP29 à Bakou, donc en Azerbaïdjan. D'ici à là, est-ce que vous pensez que les lignes vont fondamentalement bouger? Bon, les lignes vont bouger. Je crois que si depuis 30 ans qu'on suit ces différentes COP, si maintenant on se rend compte que, bon, au moins il y a une avancée qui est là, on est sur la voie de l'élimination, mais il ne faut pas dormir sur les lauriers. Il faut travailler et je crois comme le DGEC l'a dit, on ne doit pas attendre que les pays développés soient prêts. Donc chaque pays doit travailler à renforcer sa capacité de résilience. Parce que nous vivons des situations qui sont là. On a parlé des îles, mais on sait très bien aussi que nous commençons en Afrique à avoir des réfugiés climatiques aussi. Parce que les pays sont exposés à la sécheresse, aux inondations, à l'érosion côtière qui est là, qui menace. Donc je crois que nous devons travailler à renforcer la résilience donc, des communautés, mais également aussi, comme le DGEC l'a dit, à développer des projets d'adaptation. Et sur ça, je crois qu'on attend beaucoup le gouvernement. Et pour terminer, je vais dire, oui, nous attendons également que si la restitution est faite aux autorités, que également la restitution soit faite aux journalistes pour qu'à leur tour, ils puissent restituer aussi tout ça. Ça se fait, on a déjà vu, il y a une évolution par rapport à la préparation, mais après la COP, on a besoin aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas, parce qu'on a une faute de plus en plus, on voit les jeunes qui sont de plus en plus nombreux, les femmes qui sont de plus en plus nombreux, en plus donc de la société civile qui pendant longtemps reste mobilisée par rapport donc à ces événements. Mais on a besoin véritablement d'être au même niveau d'information pour pouvoir conjuguer nos efforts et avoir une synergie d'action par rapport à l'action climatique dans notre pays. Monsieur Savo. Normalement après M. Tossolo, il n'y a plus rien à dire. Donc je félicite vraiment la délégation du Bénin parce que vous représentez au plus haut niveau, à défaut du chef de l'État, c'est la vice-présidente qui est partie, on a vu les ministres de la Santé, et c'est pour vous dire, actuellement, on parle de One Health, c'est-à-dire santé unique. L'environnement et la santé, il y a toujours un point. Et les gens n'ont jamais pris ça en compte. J'ai entendu également que c'est pour la première fois qu'on a fait ça. Mais c'était évident. C'était une évidence. C'est la première fois également qu'on dit une décision de la COP prend en compte l'éducation. Voilà. Le Bénin était en avance sur tout ça. Mais est-ce qu'on n'a pas mesuré? On prend toutes ces actions comme des... Bon, on n'a pas évalué. Est-ce qu'on doit continuer? Et on donne des exemples comme le Kenya, ceci comme des exemples. Alors qu'au Bénin, on faisait cette truc-là depuis longtemps. Il faut encourager l'éducation environnementale. Ensuite, il faut demander... Moi, je demande toujours, c'est-à-dire, si on va présenter des rapports et que nous sommes dans le même pays et que nous ne connaissons pas ces rapports-là, c'est comme si on est déconnecté de la réalité. On n'est pas en phase. On doit travailler en harmonie. Enfin. C'est-à-dire, si on parle, nous devons sentir qu'il y a vraiment amélioration. Moi, je dis ceci. L'utilisation de pesticides et des intrants chimiques de synthèse dans l'agriculture ne rend aucun service à la planète. Il faut le dire. Maintenant, on dit, on ne parle pas de ces choses-là. Il faut en parler, c'est crucial. C'est vraiment crucial. Si on dit, ici, on fait des efforts, et que nous continuons toujours à avoir des tokpa dont le nombre augmente tous les jours. On n'a pas de transport en commun, on n'a rien du tout. On voit des immeubles, on est obligé de les fermer pour utiliser encore des énergies fossiles. Est-ce que nous sommes en train de sortir d'une situation? Et si notre mangrove est là, on ne s'en occupe pas, et on voit il faut protéger ces choses-là et encourager les populations qui sont toujours là. Parce que si vous allez à grand propos là, si les populations étaient dans notre logique de chercher l'argent, qui va dire l'argent là, ils auraient détruit toutes les mangroves pour dire on n'a pas trouvé à manger. Mais à 1 mètre, vous avez la mangrove, la population est là, dans la misère. C'est ça pour moi ce que je voudrais dire. Et il faut encourager notre gouvernement à garder l'article 27
chaque Béninois a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le protéger. Et le gouvernement a le devoir il n'y a pas de révision de constitution. Quoi? Il n'y a pas de révision que je sache, moi. Non, l'article est resté. Oui, donc il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de révision que je sache. L'article ne va pas dormir dans la constitution. Il faut, comme il a dit. Ah ok, d'accord, il faut sortir l'article. Il faut sortir l'article. Comme il a dit, je suis heureux pour lui. Et qu'il sache que nous sommes là aussi pour accompagner. C'est-à-dire qu'on n'est pas un corps à part. Monsieur Saro, merci beaucoup, c'est entendu. Monsieur Saro, on travaille ensemble. Bon, moi, je suis heureux de l'entendre ici. On va continuer par travailler ensemble pour la petite histoire. Je peux vous dire qu'à la COP 28, les ONG étaient derrière et portaient la voix. Sur toutes les thématiques des négociations, et je voudrais saluer vraiment Djondo et puis Pedro de Passy Bengali. Ils étaient derrière nous et ils portaient la voix de la société civile. Ils orientaient même les débats. C'est eux ils étaient venus plusieurs fois nous dire, mais nous sommes sur telle discussion, donnez-nous les éléments. Et on est allé les voir aussi pour dire, mais nous, on est bloqués ici, donnez-nous des éléments de langage. Donc on a travaillé ensemble donc, avec la société civile. C'est comme ça que ça se fait partout dans le pays. Quoi. Donc, et pour la pré-COP, le ministre a toujours associé la société civile. La pré-COP que nous avons fait à Ouida, donc c'était avec la société civile qu'on a fait tout ça. Donc rassurez-vous, on va continuer. Et puis je crois qu'avec vous, on va faire encore de grandes choses. Les Béninois vous ont entendu ce matin. Et on pris date. On l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Il n'y a pas lieu de dire. Je vous dis, la pré-COP, c'était déjà avec la société civile. Je ne l'invente pas. Je vous dis, c'était avec la société civile. Et la COP avec la société civile. D'accord. À la restitution, la société civile sera encore là à nos côtés pour travailler et avec les journalistes. C'est ça qu'on demande seulement. Merci beaucoup. Merci pour ça. Merci beaucoup à vous, professeur Martin Pépé Aïnan, vous êtes directeur général de l'environnement et du climat. Merci également à vous, Patrice Sabou. Merci Alain Tosunon. Merci William. C'est moi. On vous remercie. Vous avez bien checké la valise maintenant? À la descente du plateau, on verra. On va déballer en vous êtes invité. Si ce n'est pas ça. Ne vous privez pas, vous êtes invité. Allez, j'espère que vous avez pu tirer profit de ce moment d'échange intense entre les francs-parleurs, comme j'aime à le dire par ici, parce qu'ici, il n'y a rien de tabou, tout se dit et haut et fort. On peut toujours dire aussi merci à notre Zaï Savadogo. C'est pas inutile de le rappeler ici. Paix à son nom. Il faut le rappeler parce qu'il n'a pas été à une COP avant d'inventer le système Zaï qui est aujourd'hui qui fait la fierté de l'Afrique et qui est utilisé par tout le monde. Très bien. Donc, encore une fois, hommage à lui. Hommage à celui donc qu'on a surnommé l'homme qui a arrêté le désert, l'homme de Ouaïdouguya au Burkina Faso. 5 sur 7 matin encore. Waïgouya. Enfin, vous voyez, il est bien aux aguets. La filière Ouagalais, Allez, encore deux derniers rendez-vous, l'espoir de bien dans le code de la revue de presse Marcela Rossi. À tout de suite.